Bon, bienvenue à ceux qui sont là. Bonjour à tous, bonjour en ligne. Donc, j'ai le grand plaisir d'ouvrir cette table ronde à l'occasion du lancement de la chaire Serious Games de Sciences Po Grenoble. Et donc, thématique de la table ronde, utilisation de jeux sérieux ou Serious Games dans la formation, enjeux et modalités. Et sont avec moi 6 créateurs de jeux sérieux utilisés dans l'enseignement et la formation. Et donc on va partager là-dessus et on peut bien sûr répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser à ce sujet-là aussi et vous faire un retour d'expérience. Donc vous avez 2 personnes à distance et nous 5 autres là dans la salle. Ils se présenteront peut-être à tour de rôle, puisque dans un premier temps, on va rapidement, chacun va se présenter avec son retour d'expérience sur les jeux sérieux. Donc moi je suis Anne-Martelle Radic, je suis professeure à Sciences Po Grenoble, UGA, et je pilote depuis presque 5 ans le projet Intercom, dans lequel on a créé un certain nombre de jeux. C'est un projet qui a démarré avec un financement de l'IDEX, UGA pour la formation, et dans lequel on a créé un premier jeu qui s'appelle Link, et là il y a un truc qui s'est décalé, mais bon, je vais vous le dire. Donc Link qui venait de Learning Intercultural Collaboration, c'est ça qui est caché. Donc c'était un jeu sur... L'objectif était de créer un jeu digital sur les différences culturelles d'un travail international et pour apprendre à connaître les différences culturelles qui peuvent exister entre pays, qui ont été documentées par la recherche, et on peut faire des enseignements dessus, j'ai fait ça pendant des années, mais ça nous semblait important de créer de l'immersion et de faire vivre cette expérience de ces différences culturelles aux apprenants, aux étudiants, parce que c'est beaucoup plus voilà, percutant comme apprentissage que si on donne uniquement les éléments théoriques. La vidéo que vous voyez, alors c'est un jeu qui simule un travail en équipe international. Merci. Donc ça simule le travail en équipe à distance et le joueur fait partie de cette équipe. L'image que vous voyez date de samedi, parce qu'au bout de 4 ans, là, pour le coup, on a voulu refaire les vidéos qui sont incluses dans le jeu. Donc on simule des visioconférences. Cette fois-ci, on a utilisé Zoom. Les premiers enregistrements dataient de 2019. On ne connaissait pas Zoom. Hein. Bon, donc, et ça nous permet de créer quelque chose de plus réaliste et immersif. Et donc, on a refait avant-hier l'enregistrement des vidéos qui sont incluses dans le jeu. Donc, il y a une fenêtre où c'est le coordinateur de l'équipe qui est en fait le joueur. Donc, le joueur est censé coordonner cette équipe de personnes et vous en reconnaissez certains parmi les panélistes et aussi à distance. Donc, ça a été lancé on a commencé à travailler là-dessus en 2019. Le dispositif a aussi été labellisé par la FNEJ en 2021 peut-être, il me semble. Et donc aujourd'hui on continue à avancer sur ces différents projets, mais aussi à élargir à d'autres types de jeux éventuellement. Et donc dans ce contexte-là, est lancée la chaire de Serious Games de Sciences Po Grenoble, et dans laquelle on va continuer à faire vivre aussi les jeux créés dans ce projet précédent, qui sont plusieurs. Et justement, Hamza et Daniel vont vous présenter 2 exemples de jeux aussi créés dans ce projet-là. Et ensuite, Vincent et Carrie à distance également. Donc je laisse la parole à Hamza et tu parles de mon micro. Très bien. Merci beaucoup Anne. Donc je m'appelle Hamza Assidi, je suis maître de conférence en sciences de gestion à l'UFR Socle, à l'Université Grenoble-Alpes. Et j'ai réalisé ma thèse sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises,
avec Anne Barthéradik, qui était donc ma directrice de thèse, et c'est le cadre en fait dans lequel j'ai créé avec Anne ce premier jeu, donc MIME pour Management. C'est un jeu qui a été créé sur mesure pour notre recherche et en même temps en tant que contenu pédagogique. Donc le jeu MIME se présente aux joueurs comme un jeu sur le management international classique et pas spécifiquement sur la RSE. Tout l'enjeu, en fait, c'était de faire croire que le joueur jouait à un simple jeu sur la gestion des personnes et des situations quotidiennes d'un service au sein d'une entreprise. Donc le titre a été volontairement choisi dans cet esprit, Management. Il y a simplement un code de conduite en début de partie qui aborde les questions de la responsabilité des entreprises, mais pas plus. Le jeu se présente sous forme de 7 scénarios qui mettent en scène des situations interactives sur autant de thèmes qui sont donc listés ici, les cadeaux d'affaires, les cadeaux d'entreprise, le conflit d'intérêts, la discrimination, les conditions de travail, le respect de la spiritualité et puis tout ce qui est relatif aux communautés locales. Donc ces dilemmes éthiques sont maquillés derrière des missions de management classiques dans un contexte professionnel fictif. Le jeu s'appuie sur une norme qui s'appelle l'ISO 26000 et qui a trait à la responsabilité sociétale des entreprises à l'international. Alors le joueur joue un manager de niveau hiérarchique intermédiaire, un responsable d'équipe, et au fil des scènes interviennent des scénarios, des incidents critiques que le joueur doit gérer. Et ces situations, même si elles sont fictives, elles s'inspirent en fait de situations réelles. Parce qu'en fait, on avait fait un certain nombre d'entretiens dans le cadre de ma thèse et on s'est inspiré de ce vrai terrain pour les besoins du jeu et pour les nécessités de réalisme. Et donc, le joueur travaille pour une entreprise fictive qui s'appelle Office Solutions. Le jeu ne précise ni un pays d'origine de l'entreprise, ni une localisation géographique. Finalement, même le joueur, on ne sait pas son genre, son âge, son physique, etc. L'idée, c'est vraiment que le joueur joue comme si c'était lui le personnage principal du jeu. Et donc, la tension entre un comportement des réponses responsables et un comportement moins responsable, elle est faite grâce à un supérieur hiérarchique qui s'appelle dans le jeu donc Monsieur Smith, pour lequel le joueur travaille et qui lui donne donc dans chaque scénario une mission. Et dans chaque mission, en fait, Monsieur Smith va toujours vouloir tirer le joueur vers un comportement non responsable, économiser du temps, gagner de l'argent, quitte à polluer plus et être moins responsable. Et donc, le joueur, en fait, devra résister à cette pression sans le savoir s'il est responsable. Donc, pour M. Smith, le bien-être économique et financier de l'entreprise supplante tout. Mais on donne dans chaque scénario la possibilité aux joueurs de répondre de manière responsable. Tout ça, c'est fait pour tester, en fait, le joueur, sans qu'il le sache, tester sa fibre responsable, sa fibre RSE. Et à la fin du jeu, en fait, le joueur se voit proposer un retour pédagogique où on lui explique, pour chaque scène, dans le détail, l'enjeu, la tension qu'il y avait entre des considérations purement économiques, financières, et des considérations responsables. Ce qui fait que c'est finalement seulement à ce moment-là que le joueur connaîtra le vrai sens du jeu. Voilà, merci beaucoup. Je laisse Danielle maintenant vous présenter son jeu à elle. Merci, bonjour. Donc, je suis Danielle Taylor, maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'ai créé le jeu Elite de Serious Games. C'est un jeu qui est sur la communication en équipe internationale. C'est un jeu que j'ai commencé à développer en 2020, quand j'étais en train de faire ma thèse, et je l'ai créé pour faire de la recherche à la base. Mais il y a bien sûr des objectifs pédagogiques pour les joueurs qui sont intégrés dans le jeu. Donc à la base, le joueur va tester le travail en équipe internationale et virtuelle. Il va travailler avec cette équipe sur un projet. Le projet dans ce contexte, c'est l'organisation d'un événement. Et la partie sur la communication, il va apprendre et tester des stratégies de communication.
Donc, par exemple, quel canal de communication on va utiliser? Est-ce que c'est mieux de communiquer par mail, par vidéoconférence, par appel, par SMS? Et dans quel contexte? Et cet contexte va changer surtout avec le contexte virtuel, mais autant plus avec le contexte de la diversité linguistique des personnes dans l'équipe. On peut également considérer le choix des langues. Donc, est-ce qu'on communique en anglais, ce qui est donc le jeu, la langue fonctionnelle de l'équipe, ou est-ce qu'on va tester d'autres langues? Est-ce qu'on va switcher, par exemple, en français quand nous parlons avec le membre de l'équipe qui vient de la France? Donc, voilà, donc très bien. Donc, voici les objectifs pédagogiques. Et il y a bien sûr, donc pour le joueur, l'idée qu'il voit au début de son jeu, c'est surtout de gérer son équipe à la base. Donc, le joueur est coordinateur de l'équipe. Il va parler et interagir avec l'équipe à travers différentes canaux de communication. Donc, vous pouvez voir sur l'écran l'environnement du jeu. Donc, voici une vidéoconférence avec son équipe. Ce sont des vidéos préenregistrées. Donc, on a du contrôle sur ce que le joueur va voir dans le jeu, ce qui est bien aussi pour la recherche. Mais ça lui permet d'avoir une approche un peu plus vers la réalité. Donc, il va interagir avec des personnes qui sont des acteurs dans ce cas. Et comme les jeux que nous avons dans le projet Intercom, il y a des questions à choix multiples qui vont avancer l'histoire. Donc, le joueur, il va choisir une réponse, par exemple, je préfère communiquer par mail, et donc le reste de la scène, voilà, il va communiquer par mail. Comme cette panel, et surtout pour parler de la formation avec les jeux sérieux, je voulais terminer avec quelques impressions des joueurs, surtout des étudiants qui ont joué le jeu Elite The Serious Game. Donc, il y a des personnes qui ont dit que en fait, c'est proche à la réalité. J'ai déjà rencontré quelque chose de similaire, donc ça peut nous montrer la pertinence de ce jeu, comme c'est quelque chose qui est assez réaliste. C'est quand même un jeu plutôt ludique. Le joueur a l'opportunité de tester une expérience d'être manager d'équipe sans avoir des résultats négatifs. Donc c'est une expérience. Les joueurs aiment dans cette version du jeu qu'il y a des personnes, des acteurs, des vrais acteurs, et pas seulement des personnages créés, fictifs. Et donc c'est un cas concret, il y a des vidéos, c'est interactif, et voilà, c'est innovant selon eux. Donc, merci. Je passe la parole à Carrie, il me semble, qui est en ligne. Carrie is online and doesn't speak French, so we switched to English during a short time of this panel discussion. And Carrie has created SOS, the serious game. So, Carrie, the floor is yours, please. So, SOS stands for share or skip. To share your knowledge, or you skip skip knowledge requests from your colleagues in the organization. So let's move to the next slide. So in this game, we look into the influences of several factors on knowledge holders' responses to their colleagues' requests. So we look into interpersonal relationships. That means we want to know how, what effect interpersonal relationships might have on knowledge holders' requests to knowledge holders' responses to request. And we also look into psychological ownership, which means the sense of attachment to the acquired knowledge might have influence on the
responses to requests, and also the scarcity of knowledge, and in other words, the value of the knowledge. For example, if the knowledge holder have the feeling that the knowledge they hold are very valuable, they might be less likely to hide, to share, and more likely to withhold their knowledge. And we also simulated several communication medias in this game, and to see if people respond differently to requests made by different media. And the difference between the requests from a higher rank and a peer coworker will be also of interest in this game. So in this game, we put the participant in as a front line, as a ordinary employee in the organization, and they would receive different requests from different ranks in the organization, and respond to these requests with sharing behavior and or hiding behaviors. So we have several examples in the following slide. So 3 different medias: instant messaging and instant messaging, emails, and also video conferencing was incorporated in this game. And with pre-recorded videos, we want to see how respondents respond to the requests made by different media. If anyone who are interested in, you can try to contact me and have a try with this game and to see how it works. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Carrie. And Vincent has worked with you on this game and has also worked. So, Vincent Ribière. Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Vincent Ribière. Je suis le directeur de l'Institut pour la gestion des connaissances et d'innovation à Bangkok University en Thaïlande. Donc, je n'ai malheureusement pas créé de jeu, mais je ne suis pas complètement un imposteur dans ce panel. J'ai eu la chance de co-superviser avec Dr Anne deux doctorantes qui ont utilisé ou qui ont développé des jeux sérieux dans le but de leur doctorat, dans le but de collecter des données. Mais également, Madame Carrie, juste avant, vous a expliqué un des jeux SOS qui s'intéresse à la dissimulation des connaissances dans l'entreprise. Et la seconde doctorante est Madame Somjai, une étudiante thaïlandaise qui a développé un jeu qui s'appelle CRIT, qui veut dire Conflict Resolution in Team, donc résolution de conflits dans des équipes virtuelles, et où en fait il y a une simulation de conflits qui apparaissent dans une équipe qui doit compléter un projet, et donc le joueur doit réagir par rapport à ces situations de conflit, et donc à l'option aussi d'utiliser différentes stratégies, donc des stratégies d'interaction qui sont plus ou moins directes, ou des stratégies d'interaction avec plus ou moins d'émotions impliquées dans ces réponses. Donc oui, j'ai eu la chance de travailler de manière très proche pour la création de ces jeux. Ils ont été développés donc dans un contexte de recherche, mais ils peuvent être appliqués et utilisés bien sûr dans le domaine de la formation. Donc, pour donner un peu de background sur la création de ces jeux, on a essayé de créer des scènes les plus réalistiques possibles, et donc qui correspondent à ce qui pourrait vraiment se passer au sein d'entreprises.
Donc, on a travaillé notamment avec le jeu SOS, avec une grosse entreprise automobile allemande pendant pratiquement une année pour essayer d'identifier ce type de situation où, dans le cas de SOS, des situations de dissimulation de connaissances arrivent. Et donc, on a développé des scènes qui correspondent à ces situations qu'on a intégrées dans le jeu. Et on a peaufiné ces scènes pendant pratiquement une année pour vraiment arriver à la version finale du jeu. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps si on veut le faire bien, mais bien sûr, à la fin, ça permet d'avoir des jeux très engageants et très réalistiques. Donc, juste pour essayer de tirer un peu des conclusions sur l'utilisation de ces jeux, ou quel est le bénéfice pour la personne qui joue ces jeux. On peut dire que ça, bon, pour les 2 jeux dans lesquels j'ai participé, ça aide vraiment à développer une empathie et une compréhension interculturelle du joueur, parce qu'ils sont justement exposés à des situations interculturelles. Ils doivent se mettre à la place de la personne qui doit prendre des décisions dans ces contextes. Donc, je pense que ça aide à développer pas mal l'empathie et la compréhension interculturelle. Ça aide aussi parce que c'est fait d'une manière ludique, hein, on appelle ça quand même ça des jeux sérieux, donc il y a quand même un aspect ludique associé à ça. Mais le fait que le joueur est engagé dans un environnement ludique, ça permet de motiver le joueur à explorer, à apprendre et peut-être à mieux retenir ce dont ils ont, disons, sur les expériences avec lesquelles ils ont été exposés. Ça permet aussi d'aider à la résolution de problèmes, parce que bon, toutes ces situations, il y a quand même une analyse critique et une décision rapide qui doit être prise à quoi faire. Donc, ça aide à développer aussi cet aspect d'analyse critique. Il faut s'adapter aussi très rapidement à tout un tas d'informations auxquelles le joueur est présenté. Donc, ça permet vraiment de créer aussi, on pourrait dire, un environnement, comment on dit, safe environment, un environnement sécurisé, qui est aussi important parce que ça permet justement aux joueurs de tester sans aucun risque, plus ou moins, ou sans aucun risque de malentendu, différentes solutions et voir quelles en seraient les répercussions. Donc, par rapport à mon expérience, c'est vraiment, les jeux sérieux sont vraiment un outil pédagogique puissant et qui aide vraiment à favoriser une culture de compréhension et de respect mutuel avec les membres d'une équipe virtuelle. Voilà, je m'arrêterai là pour le moment. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Tu as déjà très bien résumé. Donc là, pour l'instant, on était dans la présentation de jeux qui font partie d'un même projet, hein, ce projet Intercom. Donc là, vous avez très rapidement fait le tour de ce qu'on a fait pour l'instant dans ce projet-là. Vincent vient de le dire, mais très rapidement. Donc, ce qui est particulier par rapport à ces jeux, c'est vraiment l'immersion. Je pense que le bénéfice principal, et ça va peut-être être un peu différent après avec d'autres jeux qu'on veut voir, bien sûr, on peut avoir comme finalité l'apprentissage, mais de différentes manières. Et là, c'est vraiment l'expérience qu'on essaye de simuler. Comme Vincent Rébia vient de le dire, c'est l'immersion dans un environnement auquel, notamment des étudiants plus jeunes, ils n'ont pas accès de par leur âge, etc. Et puis, qu'on leur souhaite pas toujours, parce que les situations de conflit, voilà, vaut mieux ne pas parcourir cette série de conflits qu'on leur propose là, à ce moment-là, où c'est plein de tensions, donc effectivement sécurisé. Donc, là, on est dans des jeux qui sont en fait des jeux monojoueurs. Le joueur est seul face à cette équipe simulée qui est différente un petit peu dans chacune des situations pour vivre une expérience. Et après, on débrief sur comment ça s'appelle en théorie, etc. Ou quels sont les enseignements bien connus sur ces sujets-là. Mais en inversant, donc un peu en pédagogie inversée ou
apprentissage par la simulation et l'expérience. Et puis avoir plein d'autres manières de faire les jeux par rapport à celle-ci. Tu as une question? Très beau. Bien sûr, ou alors on finit les deux présentations. Voilà, parce qu'on a prévu tout un temps de questions-réponses, c'est comme tu veux. Mais donc, on a aussi deux collègues extérieurs à Sciences Po Grenoble, et oui, qui sont avec nous. Frédéric, tu veux prendre le relais? Bonjour à tous. Merci Anne. Pour commencer, d'abord, oui, des remerciements pour cette invitation à présenter avec vous. Et après les remerciements, un bravo pour cette chaire. Hein, tu en as parlé en introduction, puis on n'en a pas reparlé. C'est une très belle chose d'avoir effectivement une chaire sur les jeux. Et je pense que ça se prête bien à une chaire, puisqu'il y a à la fois un côté recherche, on l'a vu dans les jeux qui ont été présentés jusque-là, et un côté pédagogique. Et c'est vraiment l'objectif d'une chaire, hein, de transformer de la recherche en pédagogie. Donc, c'est parfait, le thème est parfait. Alors maintenant, très petite présentation rapide. Moi, je suis Frédéric Prévost, donc je suis professeur à Kedge Business School sur le campus de Marseille. Et donc, mon rôle ici, c'est de vous présenter un jeu que j'ai créé. Il s'appelle Strats. Et en fait, je vais revenir un peu à sa genèse. C'est venu, parfois, la créativité vient de la frustration. Et là, c'était le cas. C'est venu d'une frustration. Dans le cadre de cours, il y a un modèle qui est incontournable, que ce soit en stratégie, en marketing et tout ça, qui est le PESTEL. Mais plus personne ne veut l'enseigner et plus personne ne veut qu'on leur enseigne. Et donc, moi, je me retrouvais avec des classes d'étudiants qu'il avait vus déjà 25 fois, mais mélangés avec des étudiants qu'il n'avait jamais vus et il fallait passer par là. Et je me rendais compte que c'était très difficile à enseigner de fait dans ces situations. Et j'ai dit, je vais arrêter de l'enseigner, mais comme il fallait le faire, j'en ai fait un jeu. Donc, je le fais plus sous forme d'enseignement classique, mais dans le jeu. Et le jeu va vraiment servir à ça, finalement, à passer un enseignement sur lequel les étudiants étaient potentiellement réticents, de manière ludique. On va quand même, Vincent l'a souligné tout à l'heure, il y a aussi cet aspect sérieux. On va passer un enseignement. Donc, je suis parti du modèle et j'ai dit comment on va le transformer en jeu. J'ai fait ça avec deux collègues à Kedge et j'ai la chance dans mon institution d'avoir aussi une école de design. Donc, parmi les deux collègues, il y avait un designer. Donc, on a beaucoup pensé le design, mais pas simplement au sens la beauté du jeu, bien que, bien entendu, il soit magnifique, mais c'est aussi un design au sens comment le design va servir l'objectif d'apprentissage. Hein, donc, c'est l'idée. Ce qu'il y a, alors, le principe du jeu est simple, le gameplay est simple, puisque quand on va faire un jeu pour l'enseignement, si on a un gameplay compliqué, c'est-à-dire s'il faut déjà 1 heure pour arriver à s'approprier le jeu, ça va être difficile de passer l'enseignement. Donc, on a un plateau de jeu et des cartes. Deuxième enjeu, c'est que là, c'est un jeu, donc ce qu'on appelle un board game, hein, donc un jeu de plateau, pour le faire en marseillais. Donc, c'est un jeu de plateau. Vous avez tous sans doute joué à des jeux de plateau déjà. Déjà, quand on est plus de 6 autour de la table, on s'y retrouve plus. Or, aucun prof n'a une classe de 6 étudiants, ou alors vraiment un prof très chanceux dans une institution qui n'a pas de problème financier. Donc là, il fallait un petit enjeu là, c'est-à-dire faire des boîtes de jeux où, lorsque le prof achète la boîte, il peut jouer avec plus de 6 étudiants. Donc, on a une boîte qui contient 6 plateaux, 6 plateaux qui peuvent réunir 6 étudiants. Donc, ça veut dire qu'avec une boîte, on peut jouer pour 36 étudiants. Si on prend 2 boîtes, on fait voilà, une classe, déjà une grande classe. Et il suffit d'un animateur. Moi, je l'ai déjà animé avec 70 étudiants. Et seul, on peut l'animer. Donc, tout ça, c'était un autre enjeu. Au-delà de la simplicité du gameplay, il y avait l'enjeu aussi d'un jeu, on peut le jouer, l'animer seul avec beaucoup d'étudiants. Donc, plateau de jeu, des cartes. Et l'idée, c'est qu'en fait, le plateau, il est subdivisé en 6 portions. Pour ceux qui ont fait le PESTEL, hein, il y a 6 situations politiques, économiques, sociales, technologiques, environnementales, légales. Et là, ce que l'on a fait, on a pris un secteur qui est le secteur des jeux vidéo.
On a regardé tous les enjeux environnementaux, pas au sens de l'environnement naturel, hein, au sens de l'environnement économique. Donc tous les enjeux, on les a transformés dans la carte. Et puis les étudiants, en fait, ils vont se distribuer les cartes et les positionner sur le plateau. C'est un jeu coopératif. En positionnant sur le plateau, ils vont expliquer aux autres. Et là, les étudiants, en jouant, ils vont se poser des questions sur la logique du modèle. En essayant de positionner les cartes, ça va les amener à réfléchir au modèle. Ça a deux objectifs, non seulement l'appropriation et la discussion du modèle, mais également, comme c'est basé sur un environnement réel, ici l'environnement des jeux vidéo, ils vont se rendre compte que grâce au modèle, ils arrivent à s'approprier cet environnement qui est assez complexe en plus, hein, les jeux vidéo, ils arrivent à s'approprier cet environnement assez vite. Et donc, on a plein de joueurs je l'ai beaucoup pratiqué déjà, le jeu, enfin beaucoup utilisé, beaucoup de joueurs qui nous disent, moi, je ne connaissais rien à cet environnement, et en jouant moins d'1 heure, j'arrive à bien connaître l'environnement. Dernier avantage du jeu, c'est que là, aujourd'hui, il est sur le secteur des jeux vidéo. Mais en fait, on a une grande boîte avec des plateaux et une petite boîte de cartes. Et donc, on peut mettre plusieurs boîtes de cartes. Donc, on peut faire le jeu sur d'autres environnements. Aujourd'hui, ce n'est pas encore fait, mais là, on est en train de traduire les jeux vidéo en anglais. Plus, on peut le jouer en français ou en anglais. Et on est en train d'en faire un sur le secteur du tourisme aussi. Et donc, on pourra avoir avec une seule boîte la possibilité de jouer sur différents environnements. Le tout dernier point, et après, promis, je m'arrête. Le tout dernier point, c'est que là, aujourd'hui, on a des cartes toutes faites et Anne a en main des cartes qu'elle a fait elle-même. On peut mettre des cartes blanches, hein, et là, le jeu prend un autre sens, c'est-à-dire que les étudiants, au lieu de jouer sur un secteur déjà tout fait où on leur a donné les informations, eh bien, c'est eux qui vont créer les cartes et donc ils vont créer le contenu. Et là, l'intérêt qu'il y a, c'est qu'on peut le faire avec une entreprise et on peut très bien, et là je suis en négociation avec une entreprise pour le faire, imaginer que les employés de l'entreprise vont créer le contenu du jeu. Donc déjà, on a une animation, ce qui est pas mal puisque en créant le contenu, on peut passer une journée avec eux, à les faire réfléchir sur leur environnement économique. Et une fois qu'ils ont créé le contenu, on va récolter les cartes, on va en fabriquer, on peut faire tout un suivi avec eux parce que la fabrication, c'est assez amusant de voir un objet qui se fabrique. Et donc, ils vont participer. On peut envoyer une lettre d'information régulière. Voilà où en est la fabrication du jeu. Et une fois que le jeu est fabriqué, l'entreprise peut l'utiliser pour l'intégration des nouveaux venus. Donc là, en ce moment, c'est avec une boîte d'assurance, par exemple, que je suis en train de travailler. Le secteur de l'assurance, il est un peu particulier, complexe. Eh bien, les nouveaux employés vont s'approprier l'environnement de l'assurance en jouant. Voilà, donc ça deviendra un jeu pour l'intégration des nouveaux employés. Donc, un jeu évolutif et qui se joue avec plusieurs types de publics. Et je l'ai joué, moi, avec des bachelors. Je l'ai même joué avec des étudiants, avec des élèves de première et terminale. Et je l'ai joué en executive education avec des adultes qui étaient tous des chefs d'entreprise, une trentaine de chefs d'entreprise qui ont joué. Donc voilà, c'est un panel complet. Merci beaucoup. Et donc, c'est moi qui cède la parole. Alors, vous avez les photos, oui, qui passaient en même temps. Vous voyez les gens en train de jouer, vous voyez le plateau et les cartes. Et je passe la parole à Damien, qui a lui aussi un jeu avec des cartes. Merci beaucoup. Donc, Damien Richard, merci, merci Anne pour l'invitation et pour ce lien entre deux chaires finalement liées à Grenoble-Alpes Université, qui sont la chaire Management et Santé au Travail de Grenoble IAE, à laquelle je suis chercheur associé, et ta chaire qui est vraiment une chaire nécessaire, c'est de parler serious game ou learning game je trouve que ça a beaucoup de sens parce que c'est pas gagné. Moi, il y a des collègues, ils ricanent un peu, ils appellent ça les cours papouilles alors que je pense que vraiment les apprentissages les plus essentiels qu'on a fait, on les a faits en jouant. C'est que au-delà de la transmission, c'est cette appropriation, cette génération d'un espace de discussion par le jeu. Ça a été dit, on a fait des apprentissages fondamentaux sociaux par le jeu. Et je crois beaucoup à l'auto-socio-construction des savoirs. Et donc, pour moi, cette dimension learning est très importante. Donc, ce jeu Slack, il est issu de mon travail de thèse, en fait, que j'ai fait à l'Université de Grenoble sur le bien-être au travail. Et la question à l'issue de ce travail, c'était la prévention des risques psychosociaux et d'aller une approche en termes de bien-être au travail et de valorisation des espaces de discussion. Et donc, on est arrivé avec un modèle qui s'appelait au départ le bonheur est dans le slip, du sens, du lien, de l'investissement, du plaisir.
Et quand on a présenté ça, les étudiants, ça les faisait bien marrer. Le travail, le bonheur est dans le slip, c'était bien. Mais il a fallu qu'on muscle un peu ça quand on a présenté ça en colloque. Et finalement, ça a donné du slack, du sens du lien, de l'activité et du confort, 4 dimensions qui construisent le bien-être au travail. Et quelle est la première dimension parmi ces 4 dimensions? C'est la dimension du lien. Et comment on construit du lien? Eh ben, on construit du lien en jouant avec un petit jeu de cartes qu'on a constitué au départ. C'était un mémoire de Master 2 d'étudiants de l'INSEC, il y a un consortium qui s'appelle le consortium ELANCE, qui regroupe des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs sur tout Rhône-Alpes. Et l'idée, c'était de mettre à l'agenda académique cette question de la qualité de vie au travail et des conditions de travail. Et donc, de parler de ce sujet-là, et pour en parler avec un cours magistral, un amphi, ça ne marche pas. Et donc, on en parlait l'idée était de transformer cette théorie-là en jeu et de créer, entre écoles de commerce et écoles d'ingénieurs, des serious games, des learning games. Et on a reçu un prix. Les étudiants ont fait la première version et ils ont reçu un prix de la meilleure transformation d'un outil de management. Parce que c'était au départ, cet article Slack, c'était un papier qui était paru dans RFG en 2015. Mais vous voyez, et c'était un papier qui est assez uploadé. Vraiment, derrière, on a eu beaucoup de. Au départ, c'est juste un modèle, mais derrière, il y a une vraie échelle de mesure qu'on a fait avec un collègue de Sorbonne Université, Alain Lacroux, avec vraiment une échelle de mesure avec ces 4 dimensions, avec 20 items. Et voilà, le papier est en cours. Mais l'idée, c'est au-delà de faire des diagnostics, c'était d'embarquer les gens, vous voyez, dans cette réflexion. Et d'embarquer les gens dans cette réflexion, finalement, ce qu'on fait avec ce jeu, c'est qu'on crée une ingénierie de la discussion autour d'un plateau de jeu et d'un jeu type tarot de cartes. Et les gens vont identifier à la fois les composantes du bien-être au travail, ils vont identifier les ressources et les contraintes. Et c'est un petit jeu qu'on a présenté à la GRH, donc c'est le comité GRH à Ajaccio en octobre dernier, et qui a eu un franc succès, puisqu'on en avait édité 150, et les 150 sont partis. Et donc on en a réédité, et on a fait ça au départ avec une IA, avec Midjourney. Emmanuel, voilà, les images sont faites, vous avez des photos étaient faites avec Midjourney, une intelligence artificielle. Et là, on a fait une deuxième version avec une graphiste marseillaise qui nous a fait des belles illustrations, donc une intelligence non artificielle pour cette deuxième version. Le jeu est accessible, voilà, il vaut 35 €. Et l'idée, c'est qu'on peut l'animer. Là, ce matin, je l'animais à Felma, donc une école à côté, avec une centaine d'étudiants. Et l'idée, c'est qu'on fait des tables de 8 étudiants. Et là aussi, ça s'anime assez facilement avec les cartes. Ça fait 1h30, 2 heures de discussion sur la qualité du travail, sur ces dimensions du sens, du lien, de l'activité, du confort. Et ça marche aussi pas mal dans les organisations. On est allé le faire à Air Liquide ou dans des contextes avec des équipes pour, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire une sorte de diagnostic systémique partagé et d'embarquer les gens dans ce diagnostic avec, à la fin du jeu, une sorte de plan d'action. Voilà, finalement, pour nous, notre équipe, voilà les ressources qu'il faut mobiliser, voilà les contraintes organisationnelles qu'on a, parce que ce n'est pas le monde des bisounours, et voilà les dimensions du bien-être sur lesquelles il faut bien travailler. Ça peut être la question autour du sens, ça peut être le lien, ça peut être la gestion des conflits. Et donc, on arrive à embarquer les gens dans quelque chose qui semble un peu léger, mais derrière qui va amener les étudiants à s'approprier le modèle et différents contextes. Nous aussi, c'est vrai qu'il y a eu cette idée de la version anglaise est en cours, elle est faite, il n'y a plus qu'à l'éditer. En plus, il y a un petit jeu de mots avec le Slack organisationnel de Münzberg, c'est qu'il faut mettre du Slack dans nos organisations, c'est qu'il faut mettre du mou dans les organisations. Et puis, les termes sense making, link, activity and comfort, ça va bien aussi. Donc, on peut garder notre acronyme. Et voilà, l'idée aussi, c'est de collecter des données. Parce qu'à la fin, vous voyez, il y a un tableau avec 9 cartes qui vont être et qui sont une sorte de dévoilement parce que chaque carte a un code couleur. C'est facile à faire en IA. Le bleu, c'est le sens. Le jaune, c'est le lien. Le rouge, c'est l'activité. Et le vert, c'est le confort. Et on confirme à chaque fois un peu la théorie parce que ce qui est le premier, c'est le lien, souvent, et c'est
l'activité et le sens aussi. Mais la dimension du confort, non, le premier, c'est le lien, deuxième, c'est l'activité, mais la question du sens, notamment avec les jeunes, est une question émergente. Nous, on avait fait le terrain de la thèse, c'était le département de Haute-Savoie, une banque en ligne, Before Bank, et une mairie. Oui, c'était plutôt des seniors. Mais là, on le fait avec des gens de 20 ans. Et les gens de 20 ans, cette question du sens, elle est vraiment présente et elle émerge. Et aussi, quand même, parce que dans le confort, on a mis la rémunération. Et c'est quelque chose, c'est un irritant. Là, en tout cas, c'est une contrainte de ne pas être assez payé quand on est en alternant. Beaucoup de jeunes disent ça. Et je trouve qu'ils ont raison. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Damien. Et donc, voilà, on a fait un tour de ceux qui sont là, qui ont présenté, merci, leur jeu. Alors, pour les personnes qui sont à distance, je ne sais pas bien comment ça marche de poser des questions pour les spectateurs, hein, je voudrais dire. Et Vincent et Carrie, si vous voulez intervenir dans les réponses, on va entamer un échange de table ronde. Donc, n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez intervenir. Des fois, si jamais je ne vous vois pas bien, à un moment donné. Tu veux commencer par ta question? Vas-y. Vraiment très très sincèrement, je te félicite pour la création de cette chaire qui est vraiment la bienvenue et qui est très enthousiasmante, en tout cas de mon point de vue personnel. Je suis très très heureux. C'est beaucoup d'espace pour le développement de beaucoup de pratiques et voilà. Donc vraiment merci beaucoup. Espérons. Mais j'en suis sûr. Donc vraiment merci. La question, mais je pense qu'il y avait un des intervenants a répondu à la question que je m'apprêtais à poser. Est-ce que vous pensez que toutes les parties qui viennent après le jeu, c'est-à-dire où les équipes essayent de construire le sens de ce qu'elles ont vécu, est-ce que vous avez formalisé ces parcours-là? Est-ce que c'est des espaces où vous y mettez voilà, un protocole de créativité ou de partage de la parole, ou vous laissez ça se faire d'une manière plus naturelle? Est-ce qu'il y a une forme ludique qui serait attendue? Est-ce que là, il y a un retour? Quelle réflexion vous avez sur comment exploiter l'expérience? Et de ma propre expérience, quand c'est un public d'apprenants, c'est une phase pour moi qui est capitale parce que sinon, perdu dans la journée d'un étudiant, notre formation, elle est qu'un des slots de sa journée. Donc l'activité ludique, elle est pleine de sens, mais un sens qui ne va pas être très explicite. Ils sortent de la salle, ils passent dans une autre matière, ils passent dans autre chose, et il va garder quelque chose de très agréable, mais qui est assez chimique. Et donc, je pense que l'exploitation, en tout cas dans la pédagogie, est très, très nécessaire. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion? Merci beaucoup. Question essentielle qui, si je regarde, on en a un. Donc, si jamais tu voulais rediscuter avec nous, il faut rester là. C'est la question aussi de comment on intègre le jeu dans l'enseignement au sens plus large. Donc, je pense que c'était effectivement une question importante qu'on avait prévu d'aborder et vous êtes inspiré. Vas-y. C'est Aline. Oui, donc merci pour votre question. Je pense qu'il y a plusieurs façons d'intégrer la pédagogie dans les jeux. Donc, par exemple, pour les jeux qu'on fait en ligne, donc les jeux intercom, il y a deux choses que je souhaite évoquer. Donc, une première chose, il y a ce qui se passe dans le jeu. Donc, il y a l'expérience dans le jeu, mais on peut également donner des retours aux joueurs tout de suite. On va perdu... Reporting in progress. Donc, oui, donc on peut donner des retours aux joueurs tout de suite. Donc, s'il y a une scène qui se passe avec un incident critique, on peut dire tout de suite si c'est bien ou pas. Après tout ça, donc à la fin du jeu, il y a également les mêmes choses. Mais je pense que pour moi, la plus importante, c'est en fait un dernier débrief du jeu. Donc, avoir une discussion de qu'est-ce qui s'est passé. Pour moi, ça me permet également, dans le jeu, le joueur, il joue tout seul. Donc, c'est un jeu mono-joueur. Et je pense que c'est aussi la réflexion de qu'est-ce que je fais moi-même et comment est-ce que je peux comparer ça à d'autres personnes, qui est très intéressant pour avoir une discussion sur la diversité en plus. Donc, c'est bien d'avoir d'autres points de vue. Donc, à mon avis, il y a ce qui se passe au cours du jeu, mais aussi après.
Merci. Oui, vraiment excellente question. Et en plus de l'excellence de la question, il y a une partie de la réponse dans la question, puisque tu l'as dit, tu as demandé si on a formalisé. Je pense que cette formalisation du feedback, elle est capitale et c'est la valeur ajoutée. Si on n'a que le jeu, on tombe dans ce que tu disais, c'est le cours papouille, c'est-à-dire ce dont vont se souvenir les étudiants si on s'est bien amusé. Et il faut effectivement, après, c'est notre travail avec eux dans le feedback qui va dire, ben, au-delà de l'amusement, vous avez en plus appris quelque chose. Et ça, alors nous, on l'a formalisé avec le jeu à 2 niveaux, en amont et puis après le jeu. En amont, on a associé le jeu à une étude de cas beaucoup plus classique, hein, une étude de cas avec un document, etc. Donc, le jeu peut aller avec l'étude de cas qu'ils connaissent déjà, sur laquelle ils sont habitués, qui donne une espèce de sérieux, hein, donc ça, c'est la première formalisation. La deuxième formalisation, elle est sur le feedback où effectivement, pour un jeu d'1 heure, il y a 1 à 2 heures de feedback. Nous, c'est vraiment un cours dans une session de 3 heures. Le jeu se fait en 1 heure. Et on va utiliser ce qu'ils ont fait. Alors, le feedback peut se faire en plusieurs étapes. Déjà, pour moi, quand on parle de feedback, il y a 2 niveaux. Il y a entre les joueurs. Ça, c'est important et il faut l'animer. Donc, nous, on a un système où on va pouvoir créer à la mode du World Café, c'est-à-dire que moi, j'invite un étudiant de chaque groupe à prendre quelques cartes de son plateau qui sont déterminées comme les plus importantes par le groupe, à passer dans un autre groupe et ensuite se parlent. Donc là, on a déjà une petite demi-heure de feedback entre eux. Et après, il y a 2 niveaux de feedback possibles. Eh bien, soit on va récolter les cartes les plus importantes, leur montrer après à quoi sert le modèle, c'est-à-dire à sortir des scénarios. Et donc ça, on le fait ensemble. Donc il y a cette phase de feedback. Et puis après, il y a une autre possibilité qui est la troisième. Donc il y a feedback entre eux, feedback avec eux, et tout ça. Et puis feedback par eux. C'est-à-dire que ben, je leur fais synthétiser ce qu'ils ont sur le plateau et retransformer en un résultat d'une étude de cas. Donc, ils l'intègrent dans leur étude de cas et ils font une présentation orale sur ce qui a été fait. Donc, on a dans le jeu. Donc, il y a vraiment ces 3 niveaux entre eux, avec eux, par eux. Voilà, sur le feedback. Merci beaucoup. Juste pour rebondir, enfin, il y a une dimension de posture aussi qui me semble vraiment importante, c'est que ça amène à l'enseignant-chercheur qu'on est ou à l'enseignant de sortir d'une posture de sachant et pour rentrer dans une posture de facilitateur. Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, les collègues, de rentrer dans cette posture de faire confiance au game design, faire confiance, trust the process, comme dit, et ne pas être conscient que it's a learning game. C'est-à-dire que le but, c'est d'apprendre, c'est de s'approprier des choses, mais c'est de vivre dans ce qu'on a dit, ça crée un espace sacré, un peu, le jeu, un espace de bienveillance, un espace où on retourne en enfance. Mais derrière, il y a des vrais apprentissages comportementaux, sociaux, de peer learning, de social learning, qui doivent être exploités. Et donc, effectivement, ça nous amène en fait à gamifier. Souvent, les évaluations qu'on a, c'est putain, ça serait bien que tous les profs ils aient des sessions comme ça avec des serious games. Moi, j'ai une collègue, Hélène Michel, qui était un peu Madame Serious Game à Gênes. Maintenant, elle fait un peu autre chose, mais elle nous a tanné à fond pour aller. Et puis, beaucoup, moi, je voyais, et je faisais partie des résistants. Je disais, Hélène, tu vous fais chier avec tes trucs, là, ça ne marche pas. Enfin, on est là pour faire du sérieux, quoi. On n'est pas là pour les amuser, c'est pas de entertainment. On est là, on est dans une université ou une grande école, faut que ça soit dur. Derrière, ça change un paradigme de, attends, je peux apprendre des choses hyper importantes, mais en m'amusant. Et je crois que ça, c'est vraiment un truc, il y a un changement de croyance, et chez les apprenants, mais et chez les profs. Juste pour compléter, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, c'est notamment pour les versions en ligne, euh, l'accent a quand même aussi été pas mal mis sur formaliser en fait ce retour pédagogique pour qu'il soit clé en main pour des enseignants qui voudraient utiliser le jeu et avec lesquels évidemment on ne sera pas, quoi. On met le jeu à disposition et le but après c'est que ça SM, quoi, et que les jeux qui existent, si des gens ne veulent pas faire de jeu, ce qui est normal, créer de jeux c'est quand même énormément d'investissement, mais veulent vraiment l'utiliser. Il y a une vraie formalisation pardon, du retour pédagogique avec soit des slides, soit de l'écrit, soit des illustrations, clés en main en fait pour l'enseignant et au moins pour le jeu qu'il puisse avoir en fait ces 3 heures de cours par exemple ou ces 2 heures ou ces 2 heures et demie
clé en main, quoi. Et qu'ensuite, ben, lui, de son côté, il sache comment l'inscrire dans son projet pédagogique à lui, etc. Après, c'est à lui c'est lui que ça intéresse. Est-ce qu'il va le faire pour introduire son cours au début du semestre ou pour le conclure à la fin et le prolonger? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une offre clé en main et que ça nécessite vraiment presque aucun effort, hein. C'est vraiment la prise en main de la plateforme et ensuite la transmission aux étudiants. Mais c'est cette idée du retour pédagogique, elle est intégrée finalement dès la création du jeu, quoi. Et ça vaut pour les 4 jeux. Merci. Si vous avez d'autres questions dans la salle, n'hésitez pas, sinon j'en ai. Pas tout de suite? T'en as? Vas-y. Non? Bah vas-y. Moi, c'est des mondes qui me passionnent, donc j'ai plein de questions et je suis très content d'avoir des experts face à moi. Euh, Peut-être que ça va être à Daniel, puisque je connais ton travail et que j'ai beaucoup aimé. Donc, ce que je vais dire, ça n'est pas, il n'y a rien à déconstruire, quoi, rien du tout. Et tu peux m'arrêter si je me trompe aussi de quelque chose. Pour moi, quand on crée un jeu, on est obligé parfois de donner pas une simplification, c'est peut-être le terme, il n'est peut-être pas le bon, mais on crée une réalité qui est un peu de type persona. Une sorte de, pas caricature, mais en tout cas, on essaie d'aller vers quelque chose qui est manipulable, transportable et compréhensible assez rapidement comme une sorte de jeton. Et la vie humaine, elle est souvent complexe. Quoi, on partage des choses ensemble, hein. Donc, du coup, dans les sujets d'interculturel, euh, comment amener cette complexité et ne pas être des agents de renforcement d'attitudes stéréotypées. Et par exemple, je ne sais pas quelle est l'image des Français à l'étranger, mais moi, dans ma vie, je rencontre chaque jour une réalité française et il y a que de la diversité. Et je vais rentrer des fois dans un espace où il va y avoir un type d'attitude et un type d'attitude de ma part qui est attendu et un type d'attitude. Une heure plus tard, je vais être dans un autre cadre, il va y avoir. Donc, de parler d'interculturel comme. Donc, comment vous faites pour intégrer des doses de complexes dans des choses qui nécessairement, par leur forme, doivent amener une simplification pour le côté transactionnel du jeu. Et voilà. Oui, donc une bonne question qui est aussi complexe. Tout à fait. Donc, je pense qu'il faut jouer, surtout, donc on parle des jeux sur l'interculturel, il faut jouer un peu sur les stéréotypes, mais sans trop jouer sur les stéréotypes. Mais pour moi, je pense qu'il faut surtout apporter le côté humain. Je pense qu'il faut montrer que ces personnes dans les jeux sont des personnes qui ont des émotions, qui peut-être ne représentent pas seulement le pays d'où il vient. Donc, je pense que c'est vrai que c'est très complexe de le faire, mais pour moi, c'est jouer entre les stéréotypes et des choses complètement différentes. Mais peut-être tu as une autre. Tout à fait. Non, pour un complément de réponse par rapport à ce que disait Daniel, dans ces jeux-là, il y a aussi Link, là, le premier que tu connais bien, auquel on a travaillé. La réponse, c'est aussi comment on élabore, comment on invente les situations et comment on les élabore, quel que ce soit l'interculturel ou autre chose, hein. Et notamment sur Link, on a travaillé dessus en équipe très interculturelle avec des gens un peu de partout. Et bien sûr que oui, à la fin, ça finit par quelque chose qui a un certain degré stéréotypé parce que ça fait une ou deux personnes qui représentent un pays, etc. Mais les situations qu'on a intégrées dans le jeu étaient des situations vécues par les uns et les autres ou qu'on a aussi fait émerger de manière un peu créative et par le jeu. Dans les premiers workshops, on avait fait du théâtre d'impro pour ceux qui étaient pour générer en fait des situations d'interaction entre des gens qui étaient venus du monde entier. On était une quinzaine à peu près peut-être. Bon, donc je pense que la réponse elle est aussi là, c'est pour inventer des situations. Carrie par exemple sur son jeu, sur le fait de dissimuler des connaissances, elle avait une première idée qui venait plus de son côté de chercheuse et ses connaissances, mais après tout ça a été retravaillé, adapté avec une entreprise qui a aussi après joué, ce qui a permis de collecter des données pour la recherche, pour voir si ça ressemblait à quelque chose qui pouvait vivre. Donc, je pense que c'est aussi dans l'invention, comment on trouve les situations, bah, plus elles sont ancrées dans la vraie vie, moins c'est mauvais, dommageable, et plus on est dans quelque chose qui peut exister, même si c'est simplifié. Voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Moi, j'ai eu la chance de faire le jeu avec une équipe de Master 2 Elite. Et ce qui était intéressant, c'est que ça a amené, bien sûr, c'était des personas, mais en tout cas, par rapport au niveau des étudiants INSEC Master 2, ça a plutôt amené de la complexité. C'est-à-dire que grâce, et là, c'est vrai que c'est à nous, designers de jeux, de faire attention. C'est Edgar Morin qui dit faire attention aux terribles simplifications. De ne pas être dans des trucs bébêtes, de ne pas être dans des jeux à la première personne où on fait que tuer des gens, par exemple. Ça, c'est que compétitif. Non, mais moi, je vois, j'ai un fils qui passe énormément de temps à jouer. Et je me dis, mais si jamais il y avait des concepteurs de jeux qui faisaient des jeux un peu moins bêtes qu'à la première personne à tuer, alors des fois, il ne tue pas, il me dit, il essaye de ne pas se faire tuer. C'est différent, c'est différent. Il découvre un univers, c'est de ne pas se faire tuer. Mais tu vois, ça reste quand même un peu. Moi, ça me semble sidérant que dans les jeux qui ne sont pas des learning games, des serious games, mais l'argent qui est mis à des trucs de terrible simplification, là, je trouve qu'il y a une vraie réflexion éthique à avoir pour que nous, on ait un peu plus d'argent pour faire des learning games et que, non, mais vraiment, que ça soit mieux que ça soit plus sexy aussi que toi, pour que ça les attire, etc. Mais vraiment, j'ai l'impression que ces jeunes-là, ils passent quand même énormément de temps, 6 heures, je voyais, par jour, sur leur téléphone ou devant la console de jeu. Donc, si vous pouvez leur faire des jeux un peu moins cons et un peu moins stéréotypants que ce qu'il y a aujourd'hui, qui est fait par nos collègues design qui ont vraiment vachement de créativité, mais pas trop sur les gameplays et pas trop sur le paradigme qu'il y a sous-jacent au jeu, quoi, qui reste quand même assez guerrier, tu sais, du réarmement, comme dirait l'autre. Et une autre possibilité, c'est justement comme ben, la plateforme, elle est aussi faite pour des chercheurs, pour des gens qui font des travaux, notamment qualitatifs. Moi, c'est ce que j'ai fait au tout début, c'est un terrain où j'ai interrogé des gens dans le cadre de ma thèse. Et c'est en m'inspirant du témoignage des personnes que j'ai eu l'idée d'une partie des scénarios du jeu. Et c'est vrai que la plateforme est faite en fait pour que des chercheurs se saisissent de l'outil pour générer leur propre jeu. Et on sait qu'il y a plein de chercheurs qui font des études qualitatives, qui interrogent plein de gens, qui ont plein de données, de contenus, de vécus. Et finalement, c'est aussi l'occasion de donner à voir finalement ces données qualitatives recueillies et finalement de les mettre en scène telles qu'ils les ont recueillies, eux, à travers les témoignages, les entretiens. Et cette vraisemblance, ce côté réaliste, ben, ça introduit nécessairement la complexité du réel qu'on fait rentrer effectivement hein, dans un jeu, hein, mais quand même, elle est là. Et je pense que c'est aussi, je pense, un appel, hein, finalement, parce que c'est censé être diffusé tout ça, aux chercheurs et à cette possibilité qu'ils ont finalement de faire rejoindre leurs préoccupations scientifiques et leur statut d'enseignant. Parce qu'on sait qu'en France, les enseignants à l'université, souvent, ils sont aussi chercheurs. C'est vrai que c'est quand même un bon compromis. Merci beaucoup. D'autres questions? Peut-être un commentaire, puisque j'ai parlé du jeu de Daniel. Ce qui m'a le plus impressionné, et vraiment, c'était pas sur la thématique elle-même, c'était que j'avais l'impression que quand je répondais aux questions, même si, excuse-moi, je ne suis pas allé jusqu'au bout, parce que c'était quand même intense, mon corps était présent dans la façon de réfléchir. J'étais obligé de faire appel à une certaine corporalité, alors que j'étais tout seul chez moi Et ça, je me suis dit, parce que je me pose beaucoup de questions sur la fabrication d'une expérience pédagogique, et je me suis dit, c'est très très fort. Comment je suis? Je sais que je suis monojoueur, je sais que je suis dans des choses où je dois plutôt faire appel à une sorte de décision. Et moi, j'avais l'impression que j'étais dans un corps avec d'autres corps. Et donc ça, c'était pour moi le plus beau, le plus bel atout. En tout cas, je parle de Link, parce que j'ai un souvenir très très précis. Et donc, dans la fabrication, c'est quelque chose qui m'a été... c'était impressionnant à voir, cette physicalité dans un monde digital. Donc voilà. Merci. Et du coup, j'en profite de la perche tendue plutôt que d'une question, puisque ça n'en est pas une. Et effectivement, et puis comme j'étais associée à ces différents jeux et recherches en thèse, j'ai vu aussi des gens parfois jouer eux-mêmes devant leur écran. Et par exemple, dans le jeu Crit aussi, qui parle de conflit et de tension. Daniel joue un personnage, c'est pour ça qu'elle rigole peut-être, non? Qui n'est pas forcément très sympathique dans le jeu. Heureusement que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Et les deux autres personnes, on les connaît bien aussi, qui sont simulées dans le jeu. Et je voyais vraiment
les joueurs qui étaient énervés. On dit, ah, mais elle est pénible. Donc les gens ont des vraies réactions et c'est là que la perche que je saisis, c'est que la suite, ce qu'on veut faire par la suite, et on est en train de travailler à ça, on a travaillé à ça un peu ce matin et on va continuer là cet après-midi et demain, c'est intégrer davantage la thématique des émotions dans ce qu'on veut faire et voir quel type de situation suscite finalement quelles émotions. On a, grâce à Frédéric et son labo, des outils à disposition qui sont en fait des capteurs vidéo du visage des joueurs et qui derrière peut indiquer s'il y a des émotions plus ou moins fortes et quel type d'émotions. Enfin, donc pour le volet recherche, on va travailler là, dessus et donc on va retraduire ça aussi dans les jeux, c'est-à-dire premièrement, quelle situation créer quelle émotion et puis chez qui, puisqu'on travaille beaucoup aussi sur des thématiques internationales, ça peut être aussi en comparé. Est-ce que la même situation, elle crée une émotion là et pas là, etc. Donc ça, c'est des sujets qui nous intéressent. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, c'est finalement, ça fait quoi le fait d'avoir vécu cette émotion-là? Et notamment dans des gestions, on le sait tous de notre expérience pratique au quotidien, tous autant qu'on est, que dans des disputes, dans des conflits, il peut y avoir des cercles vicieux. Et plus on s'énerve, plus on va peut-être, enfin moins on va bien s'exprimer, plus l'autre va s'énerver, et ça dégénère. Et donc, regarder aussi les conséquences, le fait que certaines choses soient énervantes pour une personne ou pas, et comment derrière s'engage de la gestion de conflits, par exemple, ou de situations, ou la prise de décision dans des situations un peu complexes. Donc ça, c'est des choses qui vont nous intéresser pour la suite. Voilà, si tu n'as pas d'autres questions immédiates, et merci beaucoup. Moi, j'en ai une peut-être dans la continuité de ce que vous avez dit. S'il y a des gens qui nous entendent et qui se disent, eh ben, moi aussi, je pourrais peut-être pas utiliser vos jeux qui sont déjà là, mais créer un jeu sur mes... Qu'est-ce que vous leur conseillez là? Moi, c'est un enthousiasme de lecture. Moi, j'ai lu de Duarte, La boîte à outils du game design. Et vraiment, j'ai trouvé que c'est un bouquin excellent, avec plein de ressources, plein de... Donc, c'est juste un petit moment de pub, ça coûte 20 euros. Moi, je l'ai lu et je l'ai fait lire à mes étudiants. Et en fait, eux, ils se sont emparés. Il y a des trucs pour construire des personas en fonction de tests de personnalité que tu fais, etc. Enfin, il y a vraiment... je trouve que ce bouquin est bien fait. C'est pas toutes les boîtes à outils, mais celui-là, j'ai trouvé qu'il était très, très bien. Et puis vraiment d'expérimenter, d'être aussi, rejoindre un collectif et de se lancer et de faire un proof of concept, un truc rough. Et nous, c'est comme ça qu'on a fait. Et puis après, de refaire, de le faire jouer. On n'a rien à perdre, hein. On le fait dans une classe, dans deux classes, comme une étude de cas, en fait. Et vraiment, ça va. Et derrière, c'est aussi d'arriver à justifier la collecte de données. Et donc là, ça demande quand même de créer des groupes à l'AIMS, etc., pour faire du lobbying en disant on peut collecter de la data valide avec des jeux. Et il y a eu, à ma connaissance, une collègue de Lyon qui a fait un protocole avec des cartes je ne me rappelle plus du papier, où elle montre que cette méthodologie de collecter des données à travers des jeux, c'est juste. Mais après, il y a peut-être toute une littérature que moi, je ne connais pas, mais de partager ça. J'ajoute un petit peu en complément, alors, dans la continuité, parce que je pense que cet effet du proof of concept et puis de tenter des choses qui vont pas très bien marcher et puis on va les améliorer. Tout ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser arriver avec un jeu tout fait parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a à la fois le game design, le gameplay et puis l'objectif pédagogique. Enfin, il y a tellement de choses qui s'enchaînent que c'est compliqué. Et donc, il ne faut pas hésiter à le bricoler au début, à tenter des choses avec des étudiants. On a cette chance énorme, il faut en profiter. De pouvoir le tenter avec les étudiants, hein, sans vouloir arriver en leur faisant la leçon. Je pense que tu l'avais très bien dit, Damien, aussi tout à l'heure, hein, on peut s'inspirer des étudiants, les faire participer dedans. Moi, c'est ce que j'avais fait avec le jeu. Pour rien cacher, j'ai commencé avec des post-it, des machins comme ça, et puis des retours d'étudiants. Les étudiants, je leur expliquais ce que j'étais en train de faire aussi, ce que je tentais, et les étudiants amenaient beaucoup d'idées.
Et ça c'est capital, je pense que ce soit des collègues ou des étudiants, d'avoir ces tests, ces tentatives. Et c'est qu'après longtemps qu'on arrivera à quelque chose de terminé, hein, et de bien fait. Donc, le conseil, c'est quand même du temps, hein. Prendre le temps aussi, c'est important, ça a l'air de rien, mais avant d'arriver à quelque chose de fabriqué, alors que ce soit, de toute façon, il y a de la fabrication dans les deux, hein. Quand on est en ligne, il y a énormément derrière de fabrication au niveau technique. Là, il y a de la fabrication, ça prend un temps fou à faire fabriquer. Donc, avant de se lancer, vraiment prendre le temps et faire des essais-erreurs. Voilà. Bah, je pense à une chose toute simple en fait. Donc, en plus de la préparation et du temps, je pense qu'il faut vraiment bien définir ses objectifs en avance. Pour moi, comme je pense que la plupart d'entre nous font des jeux également qui vont être utiles pour la recherche, mais pour moi, c'était un peu difficile de trouver le bon équilibre entre mes objectifs de recherche et mes objectifs pédagogiques. Parce qu'il ne faut pas trop révéler aux joueurs ce que je souhaite étudier. Donc, pour moi, j'ai un peu séparé les deux, mais juste cette réflexion bien en avant de euh, qu'est-ce que, pourquoi le joueur il va jouer et pourquoi est-ce que je crée ce jeu. Ce n'est pas toujours la même chose, mais il faut bien définir tout ça en avance, si on peut. Toujours dans cette idée que par la suite, c'est fait pour que d'autres chercheurs se les réapproprient, etc. Rien n'empêche non plus de faire une version bon, qui pourrait être jouée par des étudiants, mais clairement orientée sur la recherche, parce que souvent, on va faire sa recherche sur un terrain, bah, c'est un one-shot, hein, et on va collecter les données, et il y aura ce processus d'écriture. Rien n'empêche, dans un deuxième temps, de revoir éventuellement un certain nombre de choses pour en faire un jeu clairement à visée pédagogique, donc renoncer à tout l'attirail qui aura pu être créé sur mesure pour la recherche et laisser exclusivement et renforcer et arranger et faire jouer et puis encore arranger pour que ça devienne finalement un jeu qui n'a plus rien à voir finalement avec la recherche qui elle-même aura été terminée et menée. Et peut-être là-dessus, juste pour conclure, et pour finalement, on a des jeux assez différents là représentés. Finalement, en fait, dans Intercom et je mets Link à part, qui était le jeu initial, mais les autres jeux étaient tous des jeux liés à des thèses de doctorat. Donc, dont effectivement, l'objectif premier était de mener à bien la thèse et puis et après de voir comment il peut être décliné, utilisé, enfin, ou gérer ce double objectif en tout cas. Damien, toi, c'est plutôt ta thèse, une fois finie, les résultats ont été transformés en jeu pour mieux les diffuser. Et Frédéric, toi, ton jeu, finalement, est un jeu qui n'a pas à voir avec la recherche. Et donc, c'est ça aussi à clarifier, c'est quelle est la... Toi, c'était pour plus enseigner le pestel. Et ça, mais c'est quand même un bel effort, tout ça pour... tu devais être motivé pour ne plus... pour ne plus... Ce qui est intéressant, parce que là, on évoque recherche ou pédagogie. Là, je voulais revenir aussi à ce qu'on est en train de faire, puisque il y a Carrie et Vincent qui sont connectés de l'autre côté du monde. On a aussi cet effet-là avec le jeu qui est intéressant. Il y a tellement de questions sur les méthodes pédagogiques. Alors, quand on reçoit des étudiants étrangers où on se dit, ah, les États-Unis, ils n'enseignent pas pareil parce qu'ils discutent plus en cours, etc. Donc, des méthodes pédagogiques très marquées culturellement. Un énorme avantage du jeu. Moi, je l'ai joué avec des étudiants chinois et français mélangés. Je l'ai joué après avec une classe d'étudiants étrangers. J'avais 12 nationalités différentes. Tout le monde jouait. Tout le monde jouait ensemble. Tout le monde jouait pareil. Et ça, c'est fabuleux aussi dans le jeu parce que ça peut devenir une méthode pédagogique à vocation relativement universelle quand même, hein, et tout le monde joue dans toutes les cultures. Et ça, c'est à retenir vu toutes les questions qu'on se pose sur l'adaptation culturelle des méthodes pédagogiques. Merci beaucoup. Merci tout le monde pour l'initiative. Merci à Anne pour cette initiative qui moi, m'intéresse à plusieurs égards. Le premier, c'est que j'ai vu naître ce projet. Au début, on a accroché un peu le petit wagon et j'ai vu des thésards faire des carrières incroyables avec une méthodologie innovante. Donc, c'est très valorisant et moi, je suis content pour vous que ça a pris et qu'il
et que ça donne cette valeur ajoutée à la fois à la pédagogie et à la connaissance scientifique. Euh, Moi, la question que je me pose, c'est que de par l'essai que j'ai fait l'année dernière sur un jeu sérieux, enfin un jeu d'immersion ici à Sciences Po, mais rien à voir avec le online, donc c'est vraiment une mise en situation de crise, gestion de crise, où on se met tous dans cet amphi d'ailleurs, où on simule plein de scénarios différents. Et la question que je me pose, je vous l'ai dit cash, parce qu'en fait, vous êtes enseignant-chercheur, c'est l'articulation entre le offline et le online. Est-ce qu'on peut jouer sur ça? Est-ce que vous pensez que ces deux silos complètement disparates, ou est-ce qu'on peut mettre dans du offline, enfin une simulation comme je fais, des petites parenthèses online où on peut faire. Est-ce que c'est une technicité qu'on peut trouver? Parce qu'elle, moi, elle m'intéresse bigrement. Ça permet un peu du escapisme, un peu de s'évader, de faire des trucs un peu différents, tout en revenant à la réalité concrète. Et du coup, ça engage les émotions. Parce que ça, j'ai noté, c'est vraiment un sujet de recherche intéressant. Moi, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, quand on a fait simuler un accident dans la montagne, les étudiants, ils pleuraient dans le couloir. En fait, les étudiants, ils n'arrivaient pas à gérer émotionnellement le truc. C'était incroyable à voir. Donc, je vais dans le sens de ce que tu dis sur les émotions comme piste de recherche et du coup, l'articulation entre le offline et le online. Merci beaucoup. Merci encore, Anne, pour cette initiative. Désolé pour le retard, j'accueille une prof invitée, sinon je serai là à l'heure. Merci. Du coup, effectivement, on a un tout petit peu évoqué des éléments tout à l'heure, mais on peut tout à fait y revenir sur online, offline. Là, on a un petit peu abordé tout à l'heure le fait de... Nous, c'est dans le projet Intercom, c'est des projets qui sont monojoueurs en ligne. Et derrière, comment l'intégrer dans un cours et faire des débriefs, c'est important. Donc, on a eu des éléments qu'on partagera avec toi tout à l'heure. Et tout est enregistré. Est-ce que vous voulez compléter par rapport à... Là, c'est peut-être la question, elle est aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est un événement en présentiel. Et comment tu peux rajouter du online là-dedans, qui est une question qu'on n'a pas abordée. Deuxièmement, j'ai fait il y a une semaine l'atelier 2 tonnes, où c'était un atelier où on est en présentiel, on joue en multijoueur, mais où il y a une phase avec un truc, quelque chose en ligne, avec le besoin d'aller en ligne. Et le jeu Slack, qui est pour l'instant un jeu de cartes, il y a effectivement beaucoup de demandes pour pouvoir le faire en ligne, notamment dans des classes, enfin, avec des équipes virtuelles, en fait. Et ce qui me semble difficile, c'est de faire de l'hybride. Mais par contre, d'avoir un dispositif physique et de... Ce qu'on fait là, par exemple, c'est compliqué parce qu'on ne se voit pas trop, mais de digitaliser ça, c'est assez facile à faire. J'ai même, grâce à toi, rencontré quelqu'un qui peut nous aider à le faire, qui était là ce matin. Il faut informatiser, enfin, il y a du développement. De rendre physique un jeu virtuel, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça fait sens? Mais nous, par exemple, on a fait quelque chose. Ils étaient tous là, mes étudiants. Ils étaient tous en physique. Et finalement, moi, il y avait des temps d'espace de discussion, même si on était avec toi. Toi, tu étais à Grenoble. Mais on jouait bien dans quelque chose de figital. Je voyais bien leurs réactions, leurs difficultés. On était tous dans le même bocal. Il y avait toi à distance avec ton application, mais tu étais comme une sorte de maître du jeu. Et je trouve que c'était un dispositif. Ça leur a beaucoup plu, en tout cas. Et en même temps, il y avait quelqu'un avec eux qui animait, on va dire, qui gérait le groupe en physique. Voilà. Mais je crois que l'hybride peut servir deux objectifs possibles. Il va complexifier. Hein. De toute façon, c'est déjà très très difficile de construire un game design. Alors si en plus on veut le faire en hybride, mais il peut servir des objectifs, soit de jouer avec du très grand nombre. Ça, c'est un premier objectif parce que ça veut dire qu'on peut être en présentiel très nombreux et puis effectivement renvoyer chacun individuellement sur une plateforme ou en petit groupe sur une plateforme. Donc ça, c'est le premier énorme intérêt que je peux voir à mettre du distanciel dans un événement présentiel. Le deuxième, c'est la possibilité de travailler sur du processuel en temps long, parce que le présentiel ne le permet pas, par essence, ou très difficilement. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut relancer la machine, etc. Là, on peut très bien imaginer un suivi régulier en distanciel sur un jeu et mettre quelques éléments présentiels d'animation.
Et donc là, l'hybride servirait aussi cet effet-là d'un processus assez long. Voilà. Donc soit du grand groupe, soit long. Et là, la complexité que ça apporte est payante, hein, parce qu'il y a un rapport investissement par rapport à ce que ça rapporte. Là je pense que ça se justifierait dans ces deux cas. Voilà. Recording in progress. Ouais, je recommence tout alors. Juste pour te répondre aussi par rapport à ta question, c'est toi, ce que tu crées, c'est de la simulation et de l'immersion dans un événement qui, heureusement, n'était pas vrai, le télécabine qui était heureusement pas tombé. Mais l'objectif, c'est ça, c'est de faire vivre ça aux étudiants. Et finalement, dans les jeux qu'on crée dans le projet Intercom, c'est pareil, c'est de l'immersion dans des situations. Et après, moi, spontanément, je me dirais, tu peux faire comme la vraie vie, c'est-à-dire des fois, on se voit pour travailler et après, on ne se voit pas. Et effectivement, je pense que c'est intéressant ton idée de temps long parce que avec la chère gestion de crise de difficulté que vous avez, c'est qu'il faut que ça tienne dans un temps restreint, etc. Mais peut-être avec de l'hybride et du digital, il y aurait moyen de d'étaler un peu et d'avoir, je ne sais pas, moi, tu peux avoir 2 moments espacés d'une semaine, ou etc., qui devient plus facile à organiser. Bon, voilà des pistes. C'est un peu l'idée. Juste pour dire un mot, Anne. Oui, bien sûr. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que si on pense aussi, bon là on est sur des jeux plus ou moins en 2 dimensions, mais si on passe en 3 dimensions avec les mondes virtuels ou les métaverses, je pense qu'on pourra recréer des jeux qui sont encore plus proches de la réalité ou qui peuvent recréer des contextes beaucoup plus proches de la réalité. Et peut-être cette passerelle sera plus simple entre le monde réel et le monde virtuel parce que justement, on aura ces 3 dimensions et cette recréation d'un environnement qui est proche de la réalité. Enfin, bon, c'est des pistes je pense que c'est les futures versions des jeux sérieux, mais qui apporteront aussi de nouvelles fonctionnalités ou un nouveau niveau de réalisme. Merci, tout à fait. Piste intéressante et qu'on avait commencé à explorer un petit peu dans un séminaire en mars dernier. Et depuis, on n'a pas avancé, mais ça avancera un jour. Merci Vincent. On a une question aussi à distance d'une ancienne étudiante de Sciences Po Grenoble. Merci. Bonjour Estelle. Merci pour la question. Donc, la question est, quand on n'est pas professeur de faculté et qu'on travaille dans un contexte de formation continue, vers quel public peut-on se tourner pour tester une version de notre jeu selon vous? En tant qu'enseignante, ma réponse va être, mais revenez nous voir. Des étudiants, on en a toujours, hein, même si vous êtes partis. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir nous voir pour tester avec des publics étudiants. Justement, là, on est 7 enseignants et puis d'autres dans la salle qui, justement, ont bien envie d'avoir des jeux à utiliser dans leurs cours. Et donc, il faut trouver le lien thématique et il faut trouver une formation dont l'objectif est un enjeu du jeu, quoi. Il faut trouver un lien avec la formation, avec le jeu, avec le contenu du jeu. Mais je suis sûre que plein... Parfait. En fait, le Zoom est ainsi réglé que toute la salle voit les réponses, mais c'est parfait. Et on sera, je pense que ça peut aussi servir l'objectif de tester. Nous, on peut avoir parfois un enjeu de ressources financières aussi contraintes, donc pouvoir faire un deal. On peut tester un jeu en échange de retours et de retour des étudiants ou autour d'expérience, ça peut intéresser beaucoup d'enseignants. Oui. Tu voulais compléter Si je puis me permettre. Ouais. Puisque la personne parle d'un cadre de formation continue, c'est pour ça que je me permets de vouloir répondre. En fait, la classe inversée, ça peut être un outil pédagogique qui est intéressant dans la création des jeux. Et en fait, on demanderait plutôt aux étudiants de créer des jeux. Et ça nous permet souvent de valider en fait, soit leur représentation du monde de la connaissance qu'ils sont en train de traiter. Ça fait une sorte de photographie, en fait. Je donne un exemple que moi, j'ai souvent les masters transition écologique qui sont abondés par soit les ingénieurs, soit des gens de Sciences Po. Et ils viennent de monde cognitif, de monde académique vraiment très, très différents. De leur demander de créer des jeux ensemble sur accroître awareness, accroître la conscience autour de ces enjeux-là. Ça les force en fait à mettre en danse et en jeu leur représentation plutôt d'ingénieurs et leur représentation plutôt de sciences sociales. Et aussi, en tout cas, je pense que pour un pédagogue, c'est important. Dans la pédagogie, il y a quand même la notion de capacitance. Et donc, bien sûr, il faut rendre les étudiants
capables de jouer au jeu que nous inventons, mais il faut aussi leur donner la possibilité eux-mêmes de se saisir de cette puissance générative et créatrice et de leur proposer des jeux aussi. Et dans un truc de formation continue, ça peut être un objet magnifique en fait de témoignage de leur accroissement de connaissances dans un domaine, parce qu'en fait, il peut servir de stratégie continue. Voilà, c'était juste ma... Merci beaucoup. Moi, ce que j'attends d'une chaire Serious Game, c'est justement d'animer et de créer cette communauté de personnes intéressées par les Serious Games, les Learning Games, et de créer une communauté apprenante ensemble avec de l'expérimentation, du partage de pratiques, du co-développement de jeux. Et vraiment, on sent qu'il y a de l'appétence du côté Executive Education, du côté des business schools, du côté du monde universitaire. Et puis, il y a besoin de faire bouger et d'expérimenter, quoi. Mais ça serait vraiment chouette. Et moi, j'ai bien aimé la question qui a été faite. C'est Estelle en ligne, hein, c'est ça? Ouais. Parce que si on peut, justement, à travers la chaire, jouer sur un triptyque qui va être la pédagogie, la recherche, qu'on retrouve bien dans les jeux, et puis mais on s'en occupe ici, mais il manque le troisième pilier qui est l'entreprise. Et Hamza, tu l'avais bien dit, hein, c'était intéressant, puisque pas mal d'idées de jeux, et c'était ta question initiale, hein, aussi pour le rapprocher de la réalité. On a sans doute aussi besoin de ce lien avec l'entreprise. Et là, à travers une chaire, tout le monde a à y gagner parce que l'entreprise a parfois peut-être des objectifs et des temps un peu plus courts. Nous, on peut apporter ce temps long de la réflexion derrière, mais se nourrir de problématiques d'entreprise, travailler ensemble sur des conceptions ou des tests de jeux, que ce soit tester des questionnements entreprises chez nous en université ou en école avec nos étudiants sur du jeu, ou à l'inverse, tester de l'efficacité de jeu sur de la formation d'entreprise, ce serait super. Donc, si au-delà de la question, c'est un appel à la collaboration, eh ben, je pense que la chaire, elle est bienvenue pour ça, quoi. Messieurs, je crois que vous avez bien assuré le mot de la fin. Ce qui me dispense, c'est parfait. Donc, c'est justement ce qu'on va essayer de faire dans cette chaire. Les chaires de Sciences Po Grenoble, hein, sont là pour créer du lien entre acteurs, hein, que ce soit des acteurs de l'enseignement supérieur et la recherche, c'est ce qu'on fait déjà, mais aussi évidemment avec l'extérieur, avec les acteurs socio-économiques, comme on donc les entreprises, mais pas seulement. Et donc, voilà ce qu'on va essayer de faire. Donc, n'hésitez pas à venir nous parler de vos besoins, envies, etc., de jeux, et on voit comment on peut mettre en lien, créer ensemble, jouer. Voilà. Merci beaucoup.